C'est à Abu Dhabi que tout se décidera, même dans le meilleur des livres, on n'aurait pas pu écrire un scénario pareil. On est ensemble pour débriefer ce Grand Prix du Qatar et tout ce qu'il y a autour. Quentin, Baptiste, bonsoir, comment ça va ? Bonsoir Raphaël, ça va et toi ? La forme, Baptiste ? Ça va au top, écoute. Les gars, on est à la sortie de ce Grand Prix du Qatar, juste dingue. Le scénario de la course, qui aurait pu le prédire ? Banger. Personne. Parce que Basta dinguerie, incroyable. encore une fois, on vous aurait dit ça avant le début de la course. Est-ce que vous y auriez cru ? Peut-être. Est-ce que vous auriez parié dessus ? Je ne pense pas. Ah non, je gardais mon argent. Et puis c'est surtout que tu dis que McLaren a fait tellement de boulettes cette saison qu'ils pouvaient plus en inventer. Eh ben si, ils ont quand même réussi à le faire. Eh ouais, parce que c'est pour rappel, l'ancien de chez Ferrari qui a réussi à ramener les anciens stratèges de la Scuderia chez McLaren. Qui a peint les Ferrari en orange ? on va en parler justement parce qu'Andrea Stella a de nombreux titres. On peut faire des parallèles avec ce qui s'est passé en 2010 notamment. Oh oui. Mais ça fait 15 ans qu'on n'a pas eu un championnat du monde qui se décide à la dernière course avec plus de 2 pilotes. C'était en 2010 du coup la dernière fois. 4 pilotes se disputaient le titre et c'était Sébastien Vettel qui en était ressorti vainqueur. Max Verstappen, Oscar Piastri, Lando Norris sont nos nouveaux protagonistes sur cette fin de saison 2025. Mais d'abord, parlons de cette course. Alors, course sprint, on va dire assez anecdotique. Ouais, je pense qu'on va aller vite sur Voilà, la course sprint. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire honnêtement. Pré-sieste. Mais le Grand Prix qui s'annonçait aussi comme peut-être une longue sieste dominicale nous a finalement réservé beaucoup de surprises avec notamment une safety car au timing calculé par les dieux de la F1, je vous le dis, parce que pour que la safety car sorte au tour 7, c'est juste invraisemblable. Pour rappel, obligation de faire maximum 25 tours avec chaque train de pneus, obligation donnée par instruction par Pirelli. Et donc par conséquent, 2 arrêts obligatoires. Voilà, 2 arrêts obligatoires. Et au 7e tour, c'est l'histoire de ce Grand Prix. Pierre Gasly et Nico Hülkenberg s'accrochent, provoquent une safety car. Et alors là, Oscar Piastri, Max Verstappen et Lando Norris, dans cet ordre-là, vont prendre des décisions différentes quant au stand. Max Verstappen rentre au stand, les 2 McLaren restent dehors. Et à ce moment-là, c'est le Grand Prix bascule tout simplement. C'est le drame. Alors, on le sait, c'était la mauvaise décision. C'est toujours plus facile à dire après, évidemment. Même pendant. McLaren l'a reconnu, même pendant, évidemment. Mais là où je voudrais vous interroger, c'est pourquoi est-ce que McLaren prend cette décision-là, sachant qu'on a beaucoup, depuis moins de 24 ans maintenant, loué la stratégie d'Anna Schmidt, notamment, puisque les regards sont beaucoup tournés sur elle. La responsable stratégique. Mais elle le dit Red Bull. elle-même, pour tout le monde, c'était une logique évidente que de faire rentrer les voitures. On a vu toutes les autres écuries le faire aussi. C'est bien la preuve que ce n'est pas forcément le coup de génie, on va dire, d'Anna Schmidt, même si je ne lui enlève aucun crédit. Mais une grosse erreur de la part de McLaren. Alors, Quentin, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une excellente question, à vrai dire. Je pense qu'il y a eu un coup de panique dans l'écurie de Woking qui n'a pas voulu se faire piéger, voulu s'offrir de la flexibilité, un mot qu'ils ont répété tout au long du Grand Prix à la radio. Je pense que les 2 premiers qui n'ont pas été convaincus étaient les pilotes, Oscar Piastri et Lando Norris, qui ont tout de suite décrié ce manque de stratégie. Et on va faire ce que nos anciens latins appelaient argumentum et populum, mais quand tout le monde applique une stratégie et que seuls quelques protagonistes se positionnent en opposé, c'est que c'est peut-être une mauvaise idée. Et en l'espèce, ça l'a été. Personne n'a compris le move. Je pense que le paddock a été le premier surpris, les pilotes également. Mais McLaren, on n'a pas compris pourquoi. Oui, parce que Anna Schmidt, elle disait dans ses déclarations, quand on apprend au sein du mur du paddock pendant la course que que McLaren va rester dehors, on demande à Anna si elle est sûre de vouloir faire rentrer les monoplaces. Elle répond oui, je suis sûr que c'est la chose à faire, Baptiste. Alors, à la décharge de McLaren, je vais me faire l'avocat du diable. C'est toujours très difficile quand on est en tête de la course et qu'il y a une safety car qui apparaît, de prendre la décision soit de rentrer au stand, soit de rester en piste, parce qu'on ne sait pas ce que vont faire les autres derrière. C'est toujours plus difficile de prendre cette décision lorsqu'on mène la course. Maintenant, oui, c'est sûr que c'est très surprenant de voir que les 2 McLaren ne se sont pas arrêtés alors que toute la grille s'est arrêtée. Est-ce que McLaren s'est planté dans ses calculs par rapport au nombre de tours restants ? On sait notamment que Julien Febvreau, à l'antenne, elle m'a obligé à vérifier. s'est confondu dans ses calculs et a dans un premier temps dit que ce n'était pas le bon tour pour rentrer, pour faire les 2 arrêts obligatoires, et au final ça l'était. Donc est-ce que ça a été le cas aussi chez McLaren ? Est-ce qu'on s'est perdu dans ses calculs ? Je ne sais pas. Ce serait dramatique. J'ose espérer que les stratégistes et les ingénieurs de McLaren soient un peu plus... Tous les ingénieurs de haut vol qui n'arrivent pas à calculer à moins 25. Ils sont meilleurs en maths que Julien Febvreau pour le coup. Après, quand tu vois
qu'il y a des voitures qui arrivent et que les pneus sont pas prêts dans les stands, par exemple, tu vois, il y a aussi ce genre de grossière erreur. Évidemment. Donc je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est très difficile de trouver des éléments de réponse. Et même McLaren hier en zone mixte, que ce soit par l'intermédiaire d'Andrea Stella, de Zak Brown ou de ces deux pilotes, ils n'avaient pas la réponse. Donc c'est vrai que c'est Après, très Il n'y a surprenant. pas de réponse. Ils ont reconnu qu'ils avaient fait une erreur. Maintenant, il y a des choses qui peuvent expliquer ça. Encore une fois, tu as les deux voitures Oui. complètement collées, même si elles sont 1 et 3, 1 et 3. Ça revenait potentiellement à sacrifier le deuxième pilote. Dans ce cas-là, Lando Norris, parce que quand il rentre, derrière, ça suit. Ouais. Et donc, ça voulait obligatoirement dire que Lando Norris, à minima, se retrouvait bloqué. Là où Max Verstappen, on l'a vu, a pu ressortir quand même de manière assez limite. Il a pu ressortir rapidement des stands. Lando Norris, je pense qu'il se serait retrouvé bloqué. Donc, à ce moment-là, on est victime de leur papaya rules, puisqu'on ne veut pas séparer les deux stratégies des deux McLaren. Donc, on fait Ouais, la mais même là, il chose. aurait fallu. Et plutôt Oui, que de voilà. ne pas sacrifier Lando Norris, parce que moi, c'est comme ça que je le vois, on laisse les deux voitures dehors. Est-ce que j'allais dire, pour faire un pas vers Baptiste qui se fait l'avocat du diable, why not? À la rigueur, allez, on voit un pilote et pas sur les deux dans ce cas-là. Si on a vraiment le doute persiste, parce que un arrêt sous safety car est toujours rentable, quoi qu'il arrive. Ouais, ouais. C'est une règle universelle depuis des décennies et des décennies en Formule 1. Il n'y a aucun monde où c'est pas rentable de s'arrêter, sauf quelques grands prix, je pense à 2021 notamment, où on était interdit de rentrer safety car, ce qui a d'ailleurs permis d'ailleurs la première victoire française depuis plus de 25 ans à Pierre Gasly lors du Grand Prix de Monza. Toutefois, hormis ça, c'est toujours rentable, je comprends pas le move. Alors, certes, ils auraient pu se faire bloquer, pourquoi pas, auquel cas on fait rentrer un pilote et pas le deuxième. On peut assurer dans ces cas-là un Lando Norris qui était derrière, un peu underdog, qui avait des choses à tenter, et vouloir appliquer leur stratégie avec Piastri. Bon, en définitive, tant mieux pour le suspense au championnat. On se retrouve tous à Abu Dhabi ce week-end pour avoir le dénouement de cette situation. Ah bah, pour notre plus grand bonheur en tant que Ouais, spectateur. bien sûr, mais oui, enfin, pour le plus grand bonheur en tant que spectateur d'assister à ça, mais aussi une incompréhension en tant que spectateur, fan, on va dire, peu importe le En tant que qualificatif, ouais, du monde de la F1, qu'on soit néophyte ou confirmé, personne n'a compris pourquoi. Et c'est terrible pour les pilotes McLaren qui, pour le coup, n'y sont vraiment pour rien, qui se sont fait un petit peu trahir par leur équipe finalement. Et surtout pour Piastri, qui sort peut-être son meilleur week-end de l'année finalement, Incroyable. alors qu'il était au fond du trou. Ah, il a un rythme de fou Et il avait furieux. un bouton Personne on-off, hein. ne discutait avec lui depuis le début du week-end, et puis il se retrouve piégé par la stratégie et contraint de finir à la deuxième place, quoi. Alors qu'on l'avait vu revenir déjà le week-end dernier en grande forme. On se disait que ça y est, il s'était réveillé, peut-être un peu tard, mais il s'était réveillé. Et là, vraiment, il avait toutes les cartes en main pour gagner ce Grand Prix, honnêtement. Et puis, ouais, la stratégie d'équipe qui le plombe. Il fallait voir sa tête à la sortie du Grand Prix, encore une fois. Il n'a parlé à personne, il l'a dit lui-même, j'ai parlé à personne. Et Mais il a compris que c'était terminé pour ses chances de titre. Déjà voilà, qu'elles étaient assez mathématiquement, amoindries, là c'est terminé parce que Verstappen lui est passé devant et son coéquipier est loin devant. Donc ils ont beau nous dire McLaren, il n'y a pas de règle, on laisse les pilotes se battre, etc. Mais on sait très bien que ce week-end, s'il faut sacrifier un pilote, ce sera Piastri pour favoriser Lando Norris. Et ce qui est terrible pour Piastri, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 2-3 mois, il était leader du championnat, il avait 36 points d'avance sur Norris. Il filait vers son premier titre. Et il va même pas se retrouver vice-champion du monde, il va finir 3e d'une saison qu'il aurait dû gagner finalement. Et surtout Piastri, qui, pour lui, le projet McLaren, je ne le vois plus s'inscrire à l'intérieur, en fait. Clairement, on voit un pilote délaissé par son équipe au possible. On se rappelle quand McLaren gagne le championnat constructeur, Piastri complètement oublié de l'équipe. Pendant les célébrations, l'équipe qui célèbre sans lui, les photos sans lui. Il est en zone mixte et il voit derrière lui sur l'écran géant l'équipe qui est en train de fêter. C'est très gênant. À la radio, on comprend que certains Grands Prix s'est fait avoir, si bien que d'ailleurs il coupe Zak Brown au milieu de ses phrases. Il dit jamais rien sur l'équipe, mais là on voit, il fait la pole, aucune réaction au sein de l'équipe. Peu importe ce qu'il fait, l'équipe semble ne pas le soutenir ou ne pas l'écouter. Bon, même si effectivement la voiture est la plus performante cette saison, ça devient complexe aussi pour le pilote australien à ce Ah, stade-là. mais c'est sûr que ça va laisser des traces. Ça va Ah, laisser mais- de très grosses traces. Et moi, je le vois pas continuer. Là, il est sous contrat jusqu'en 2026, si je dis pas de bêtises. Mais, Probablement, oui. mais, C'est je le vois pas continuer après 2026 chez McLaren. Mais là, je suis à sa place, j'appelle n'importe quelle écurie en disant salut les gars, vous avez vu que je peux performer. C'est bon, je suis de retour dans les affaires, on y va. Mais alors là, c'est vraiment une équipe qui veut la battre. Enfin, du moins, de la perspective extérieure, va pas partir en conjecture. Mais par rapport à un Norris où l'équipe est constamment en train de soutenir, festoyer, même dans la presse, Piastri, Ouais, d'ailleurs. il a eu la preuve qu'il sera jamais le numéro 1 de cette écurie. Et donc, qu'il ne pourra jamais finalement se battre
légitimement pour un titre. Et Ouais. que s'il veut être champion du monde, faut qu'il aille quelque part, dans une autre écurie. C'est ça. On a l'impression quand même qu'on lui a pas laissé sa chance dans le sens où on avait une espèce de gamin sans pression en début de saison qui avait commencé à accumuler un petit peu d'expérience en Formule 1 et qui justement se jouait crânement sa chance mais sans pression particulière sur lui, là où Norris on attendait un petit peu plus de sa part et on l'a un peu étouffé dans l'œuf en fait, ce pauvre Piastri. Ouais. À la réalité, oui. Alors après, il y a sa baisse de performance, sa chute de performance soudaine qui était inexpliquée, tout comme son regain Et qui n'est toujours pas d'ailleurs, puisque. comme son regain d'énergie qui est toujours inexpliqué aussi. Hein. On ne sait pas pourquoi, d'un week-end à l'autre, il a retrouvé les clés, comme s'il y avait vraiment un bouton on-off sur la nuque pour dire tiens, tu performes ou tu performes pas. Bon, bah tant mieux, ça fait toujours plaisir de voir des pilotes en forme et pour exploiter leur monoplace à leur meilleur. Mais ouais, c'est inexplicable, mais effectivement, le pilote. En fait, quand tu regardes avec un petit peu de recul la saison, chacun des 3 pilotes, que ce soit Norris, Verstappen ou Piastri, chacun a eu son petit moment de faiblesse, sa petite défaillance. Sauf que c'est Piastri qui a eu la plus grosse défaillance finalement parmi les 3. Mais c'est vrai que c'est frustrant pour lui. Et en même temps, c'est vrai qu'il n'est pas aidé par son équipe. C'est ça, il n'a pas été aidé par son équipe. Tu parlais de sacrifice tout à l'heure. Ouais. Il y a évidemment dans toutes les têtes Monza, ce qui se passe à Monza, où c'est pas un Grand Prix à Ce 3 qui est points, honteux, mais à faut le 6 dire. points qui se passe, où on demande évidemment à Piastri de laisser passer Lando Norris à cause d'un arrêt trop lent, je le rappelle. Ce qui est un fait de course, hein. C'est pas dépendant de la volonté de Piastri. Et donc ça lui coûte 6 points, on va dire, sur son coéquipier, puisqu'il en perd 3 et son coéquipier en prend 3 de plus. Ouais. Et aujourd'hui, encore une fois, mettez ces 3 points que Lando Norris devait avoir à Piastri. Oui. C'est pas, encore une fois, c'est pas la même fin de saison. Là, il a 16 points de retard. Ouais, et puis Norris a Il pris y a 10 points seulement, si Non. on enlève ça. Norris a pris un ascendant psychologique à partir de ce Grand Prix-là. Ah bah Ça a ouais, été- ça a été le dé- mais ça a en plus, été c'est même déclic, pas hein. de la faute de Lando Norris à ce moment-là. Malgré lui, oui. Oui. C'est que la Piastri vraiment roule contre son écurie, on a l'impression. Donc c'est ça où c'est encore plus difficile pour lui, là où tu peux en général compter sur ton écurie pour te pousser, même si c'est face à Lewis Hamilton, face à Max Verstappen, ou en face c'est la concurrence. Max en rigole parfois, lance des pics aussi. Il faut dire que Zach Brown n'est pas très intelligent, je trouve, sur sa communication parfois. Il gagnerait de temps en temps à poser un peu plus les mots. Plus de finesse. Voilà, Ouais. et à réfléchir. Comme Ouais, un John parce que- Elkann par hasard. Non, ce jeudi encore, il y a un podcast qui est sorti avec Zach Brown qui disait Max Verstappen, t'as l'impression que c'est comme dans les films d'horreur. Tu as l'impression qu'il va pas revenir et puis d'un seul coup il est là. Et qu'est-ce que répond Max Verstappen en zone mixte le jeudi même? Oui, il peut m'appeler Chucky. J'ai vu euh, passer cette vidéo. Donc ouais. c'est complètement dingue dans la communication. Mais oui, Piastri roule presque contre son écurie. Et là, ce Grand Prix du Qatar a peut-être été le coup final, en fait, la goutte de trop, parce qu'encore une fois, on n'a jamais vu un Piastri affolé. Même sur le double DNF au Grand Prix précédent, on l'a vu sortir de là, bon, certes, avec un certain sourire qu'on interprétera comme on voudra, mais on l'a jamais vu, en fait, complètement dépité, lâcher les armes. Et là, tu avais vraiment ce sentiment-là hier. Bah, à hier, l'arrivée de ouais, la course. il était résigné parce qu'il Résigné, ouais. savait que c'était inévitable, que Verstappen, de toute façon, avec son arrêt gratuit, allait passer devant quoi qu'il arrive, qu'il n'allait pas être rattrapable. En plus, on a bien vu que c'est quasiment impossible de dépasser sur cette piste avec les pneus qui surchauffent. Et oui, la piste qui bouffe les pneus littéralement. Donc voilà, il savait à partir de la relance de safety car, une fois que tout le monde s'était arrêté, que c'était foutu pour lui s'il n'y avait pas de safety car. Et la deuxième safety car n'est jamais arrivée. Voilà. Résultat, il termine deuxième. Et puis la fameuse flexibilité qu'on lui vendait n'a en fait jamais existé parce que c'était impossible de faire une stratégie décalée. Bah, elle a existé, mais elle était inutile, quoi. Oui, non, mais. je veux dire, c'est Alors, qu'elle elle a été utile dans une certaine mesure parce que Piastri, quand même, lance l'idée d'avancer le deuxième arrêt parce qu'ils sont beaucoup plus longs que tous les pilotes qu'il y a Oui, mais derrière. aussi, il n'a pas tellement d'autres choix à ce moment-là. Oui, non, mais voilà, mais on parle de flexibilité. Donc, justement, le plan de base, alors on va y revenir, mais le plan de base qu'ils ont voulu suivre, on l'a changé à l'initiative de Piastri. Oui, et encore. Et ce qui leur a servi. Parce il, qu'on a- manquerait plus que ça. Moi, je Oui, suis oui. Piastri, je dis en plus, ouais, non, ton idée elle est merdique, laisse tomber. Je pense que je garde la Oui, voiture mais sur le côté et je m'arrête là. Hein. Les pilotes écoutent le team au moment du premier arrêt, justement le fait de rester dehors. Mais après, c'est Piastri qui de lui-même rectifie sur le deuxième arrêt. Là où il avait à ce moment-là un pouvoir, il avait plus de pouvoir à partir du moment où on dit au McLaren de rester dehors. Et sur le deuxième arrêt, il dit non, là, il va falloir qu'on s'arrête plus tôt parce que ça va être juste peut-être pas tenable, on va se faire rattraper. Je pense qu'il y avait une volonté de McLaren de terminer la course en pneus tendres pour Ouais, bombarder à à la l'origine, fin ouais. et revenir comme des flèches sur Verstappen. Mais effectivement, comme tu l'as dit, le train de pneus durs de McLaren était en vraie souffrance. Norris était plus lent que Sainz, Antonelli et voire Alonso derrière lui. Donc il fallait à tout prix s'arrêter pour pas se retrouver dans les retardataires.
déjà Jack Norris n'a pas terminé sur le podium, il aurait pu se retrouver encore plus loin. Ça, c'est Une pas joué à chance pour grand-chose, lui ouais. qui termine à la 4e place. Ouais, et puis Zach Brown qui disait après la course, on n'a pas voulu toucher à la stratégie qu'on avait mis en place à la base. C'est quand même lunaire d'entendre ça dans un sport où justement on n'est que en train d'analyser ce qui se passe Ouais, en c'est une temps question réel. d'adaptation Ouais. à chaque moment. Et là, on n'est pas capable de s'adapter parce qu'on ne veut pas toucher à la stratégie de base. C'est quoi ce discours? J'ai fait mon sac. Non, J'ai mais- fait mon sac. Et excusez-moi, Ouais. moi à ce moment-là, c'est pas on ne joue pas pour gagner, on joue pour ne pas perdre à ce moment-là. Et c'est McLaren qui, pour moi, l'équipe, hein, je parle de McLaren à chaque fois, mais c'est l'équipe, a la mauvaise mentalité à ce Non, mais moment-là. il y a une vraie perméabilité à la pression. Ils se font marcher dessus depuis plusieurs semaines maintenant, plusieurs courses par Verstappen, par l'idée que Verstappen va revenir et peut souffler le titre. Et même quand Oscar Piastri ou Lando Norris avaient 50, 60, 70 points d'avance sur Verstappen, ils étaient tétanisés à l'idée que Max revienne. Ouais. Et je pense que ça a vraiment paralysé leur pensée au point de ne pas être en mesure de prendre une décision dans le feu de l'action. Là où justement, moi, pendant un temps, j'ai pensé que Max occupait pas mal l'esprit des pilotes McLaren, notamment Norris. En fait, c'est parmi les stratèges C'est de McLaren. le Quentin, staff, que c'est le staff c'est dans la tout court, tête du staff absolument. qu'il est Il y a- Max. Les pilotes, oui. Alors, depuis une saison, Piastri semblait lui très imperméable. On le surnommait Mr. Freeze, hein, pour ne pas surnommer un certain Lucas sur YouTube. Mais effectivement, là où Norris paraissait plus sensible, on va dire à l'époque, plus Vulnérable. émotif et donc vulnérable, le staff, lui, bah, j'ai vraiment une impression, c'est l'expression qui m'est venue quand j'ai vu qu'ils n'ont pas fait l'arrêt, c'est McLaren est une équipe qui a peur d'être championne du monde. C'est depuis le début de saison, c'est pas la première fois Ouais, qu'on ils le dit sont sur le trop podcast, attentistes. où on voit une équipe qui ne met pas tout en place, n'essaye pas en fait. On a toujours vu des écuries, enfin toujours vu quelques exceptions près bien sûr, des écuries qui veulent être championnes du monde, qui mettent tout en place, qui tentent, qui innovent, qui vont constamment chercher quelque chose. Là, McLaren est un peu réactionnaire. Ah, il se passe ça, ouais. Bon, on va voir ce que font les autres, peut-être. Tiens, mon pilote est en tête, je peux faire une stratégie. Non, bah donner la stratégie au mec derrière, peut-être que ça changera. À chaque fois, ils font des calls d'équipe B. Oui, mais Et alors c'est exactement là où je voulais en venir parce que t'as pas l'impression que c'est une écurie de haut de tableau à Oui, ce c'est moment-là. ça. T'as En l'impression fait, que derrière. McLaren a la meilleure voiture, mais n'a pas la meilleure équipe. Ah non, ça c'est clair, ils sont presque en train de tirer mettre des bâtons dans les roues de leurs propres pilotes. C'est assez hallucinant. Là où tu sens que peut-être s'ils avaient joué plus derrière, c'est là où ils auraient tenté plus de coups un petit peu audacieux. Et là, vraiment, on essaye de conserver un maximum. C'est presque d'un ennui, on va dire, à regarder. C'est triste en fait pour les pilotes McLaren parce qu'on a décrié leur pilotage tout au long de la saison. Mais s'ils sont pas Non, accompagnés, ce qu'on a surtout décrié aussi, c'est effectivement ces fameuses papaya rules. évidemment, Et le mais fait il y a que aussi des ça- erreurs de pilote. Oui, C'est cette volonté de ne soi-disant pas favoriser un pilote ou en tout cas de ne pas les mêler, ça a anesthésié un petit peu la course au titre et ça lui a donné beaucoup moins d'intérêt pendant une bonne partie de la saison. Ils ont réussi à voler un spectacle en Voilà, piste et même absolument. hors de la piste où un championnat qui doit se dérouler normalement ne l'a pas été parce qu'il y a une équipe qui, Trop de décisions politiques. voilà, sous prétexte Trop de les- non-décisions aussi. c'est ça, sous prétexte de laisser couvrir, a en fait tout verrouillé. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y avait une absence de règles de favoritisme, c'était qu'il y avait trop de règles pour empêcher un quelconque traitement de faveur et ça a complètement tout ruiné. Je repense, je sais pas, à des événements comme la première victoire d'Oscar Piastri qui était absolument, En Hongrie. oui, en Hongrie, ouais, sur tapis. Ah oui, Horrible sur tapis vert et sans saveur. ouais, Je veux c'est dire, vrai. Tout le monde était dégoûté, je pense que Oscar Piastri le premier, etc. Et depuis, c'est que les mêmes erreurs répétées encore et encore. C'est avoir des grands prix sans saveur. C'est vraiment comme une équipe B qui s'est retrouvée avec une voiture performante sans le savoir. Mais c'est très juste ce que tu dis, parce qu'effectivement, ils ont eu finalement toute une moitié de saison l'année dernière, où ils ont dominé, ils étaient la meilleure voiture. Donc ils ont eu toute une moitié de saison pour se préparer à l'éventualité de jouer le titre pilote et constructeur durant une saison entière. Et malgré cette demi-saison d'entraînement, j'ai envie de dire qu'ils ont eu lors de la deuxième partie de saison 2024, et ben, ils n'ont jamais tiré les leçons finalement. Demi-saison qu'ils ont quand même joué à fond, puisqu'il y avait des espoirs de titre quand même pour Lando Norris. Ils l'ont joué à fond, mais il y avait déjà Ouais. à ce moment-là des décisions Bien sûr, effectivement oui, mais pour dire que politiques, comme c'était le un dit. vrai bon entraînement comme tu Ah oui, qualifiais, bien sûr, c'était et que c'était vraiment une demi-saison de c'était un test grandeur nature. Ouais. Voilà. Tu as parlé de favoritisme. Encore une fois, le fait de ne pas faire rentrer les deux voitures et de ne pas splitter les stratégies, est-ce qu'on dit aussi clairement qu'on ne veut pas sacrifier Lando Norris? Est-ce qu'on le favorise justement? Parce que est-ce que si c'est la situation inverse, est-ce qu'on décale les stratégies? Est-ce que si c'est Norris Alors, qui est devant, on fait rentrer un des deux pilotes? Je vais faire mon normand, mais
j'ai une question pour ta question. Est-ce que c'est pas plutôt que s'ils avaient voulu favoriser, ils n'auraient pas su comment l'organiser pour que ça se fasse? Parce qu'eux-mêmes n'étaient pas au courant de quelle stratégie était la bonne. Bah, il y a un risque. Moi, ce à quoi j'ai pensé quand j'ai vu qu'il ne rentrait pas, c'était Hongrie 2021. Ouais. Parce que Mercedes explique qu'on ne peut pas faire rentrer Lewis Hamilton parce qu'avec toutes les voitures qui rentrent, il sera ressorti dernier. C'est exactement ça que je pense. Mais bon, au final, après coup, l'histoire nous apprend qu'il Bon, aurait il été ressort moins dernier quand même au final. Mais... il aurait été moins perdant en fait en rentrant à ce moment-là. L'horreur. Voilà. Mais moi j'ai pensé à ça, donc je me suis dit, est-ce que c'est la peur qu'a eu McLaren du coup à ce moment-là? Mais ils savaient que leur premier pilote avait potentiellement la possibilité de sortir sans encombre. Là où, ce que je disais tout à l'heure, Lando Norris allait être sacrifié. Donc est-ce qu'il y a encore une fois une forme de favoritisme à ce moment-là parce qu'on nie complètement la course de Piastri? Franchement, allez, manque de favoritisme. Non, moi je dirais plutôt une peur bleue de l'échec qui enchaîne une inaction. C'est que c'était là. Je pense sincèrement, de ce que ça en a l'air de l'extérieur, hein, parce qu'on est personne pour être dans leur tête, qu'ils ne savaient pas ce qu'occasionnerait un arrêt au stand. Un peu comme Mercedes et à l'époque avec Lewis Hamilton, bien que pour moi ça fasse jurisprudence. C'est pour ça que j'ai pas compris qu'ils rentrent pas. Donc les gars sont là, ils se sont dit, mais alors si on s'arrête, on sait pas ce que ça va donner, mais si on s'arrête pas, c'est peut-être horrible, mais au moins on sait. Donc je pense qu'en fait ils se sont retrouvés perdus, et plutôt que de faire quelque chose, ils ont fait le choix de ne rien faire. Alors rentrer le tour d'après, c'est pas envisageable, parce que ça aurait été bon dernier dans le trafic, horrible. Ça revenait au même, oui. Voilà, et en fait, oui, vraiment, on est face à une équipe qui a eu peur. Et du coup, ils n'ont pas voulu. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas parler de favoritisme ou d'égalité, parce qu'à mon sens, ils ne savaient même pas quelle était la bonne décision en l'occurrence. Et ils n'ont déjà pas su prendre une décision pour l'équipe. Alors, pour en plus splitter une décision entre deux pilotes pour arranger un championnat, je pense que là, on avait des têtes qui explosaient chez McLaren. Ouais, peut-être que si on avait fait rentrer Lando Norris et qu'on aurait laissé Oscar Piastri, donc on aurait ruiné effectivement la course de Piastri. Et là, on l'aurait clairement dit à McLaren, oui, non, mais là vous avez clairement favorisé Lando Norris, Ouais. vous qui n'arrêtez pas de dire que vous ne voulez favoriser personne. Donc est-ce qu'ils ont eu peur entre guillemets de cette éventualité là aussi, et donc du coup ils ont choisi de ne pas faire rentrer Lando, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est grosse erreur de McLaren qui fait que tout reste à jouer à Abu Dhabi. Pardon, je peux faire un dernier point, mais t'es une équipe quand même qui aurait pu être l'équipe qui devient la plus rapidement championne du monde dans un championnat de l'histoire. C'est une voiture surdominante, des pilotes qui explosent tout, avec une avance considérable sur n'importe quel de leurs poursuivants. En plus, avec les deux pilotes qui performent, hein, ce qui n'est pas le cas des autres écuries dans ce haut de tableau. Et C'est pas Red Bull. Voilà, et ils auraient peur d'une réaction dans les médias en disant, oh, on a favorisé un gars. Non, Mais ils font tellement attention à ça depuis. Non, mais là, c'est le bac à depuis sable. tellement longtemps cette saison que. Bah oui, mais c'est bon, le bac c'est à ce que je te sable. Ils se dis. sont enfermés tout seuls là-dedans. C'est ce que je dis, mais oui, mais à un moment, justement, c'est bon d'assumer. On veut être champion du monde, on veut gagner, on assure la win. Même Mercedes, à l'époque où est surdominé, on avait le fameux Valtteri East James. Je veux dire, on le sait, on privilégie pour la performance, on a un objectif et on y va. Dans ce cas, ce qu'ils auraient pu faire, c'est imposer une espèce de deadline aux pilotes en voyant que Oui. Max, quand Max est encore mathématiquement dans la course et qu'on sent qu'il peut revenir, on dit aux pilotes, vous avez jusqu'à 3 grands prix avant la fin de la course, avant la fin du championnat ou 4, peu importe. Le mec qui est devant à ce moment-là, c'est à lui qu'on donne les clés du camion et c'est lui qu'on va Je favoriser. fais mieux que ça. Dès qu'un mec devient titrable, c'est lui, c'est tout. Enfin, titrable, j'entends sur le Grand Prix T ou au Grand Prix d'après. Oui, mais dans ce cas, là tu te repoussais à là. Oui, bah là, dès le cas. Mais pour moi, à ce moment-là, c'est déjà trop tard, on va dire. Dans Ah, la mais c'est prise très de tard dans la décision. saison. Oui, mais- Et quand tu as déjà eu oui, mais 23 à la Grands Prix. Certes, Voilà. mais à la rigueur, si tu veux garder tes règles en disant vas-y, Papaya rules, on favorise pas, mais que bon, faut quand même assurer un championnat, donc Ouais, j'entends. Ouais. dès que Norris peut gagner, on va le favoriser. Et là, t'envoies un Oscar, on te kiffe, mais. Mais encore une fois, c'est ce qu'il aurait Freine fallu un peu. faire en amont, en interne, pour que derrière Bien tu sûr. puisses t'expliquer face aux médias. Parce Et on que n'en s'ils serait veulent pas là à garder faire leur ces image- débats-là actuellement. Bah, c'est ça. Et, Parce que et on aurait compris, honnêtement, on aurait compris, et ça aurait choqué personne. ils se mettent tous les deux, enfin tous, tout seuls dans une situation avec leurs deux pilotes où là, à Abu Dhabi, ils ne peuvent même pas se servir d'Oscar Piastri pour favoriser Lando Norris qui est en tête du championnat du Ah bah, de monde. toute façon, Piastri, il en aura pas envie. Hein. Évidemment. Il va pas en entendre Mais- parler. Hein. Il Mais- va arriver. Lui, j'ai hâte de voir. il veut qu'une chose, c'est que Max soit champion là. hein. Je suis pas sûr que ce soit ça. Il y croit encore, évidemment. Mais 16 points, hein, tout est encore faisable. Mais pour McLaren, en fait, c'est eux qui se retrouvent pieds et poings liés finalement. Et qui, sur cette dernière course, se retrouveront peut-être finalement simples spectateurs de ce qui va se passer en piste. Évidemment qu'il y aura la stratégie qui va entrer en jeu. Mais ce que j'entends par là, c'est qu'encore une fois, tu as tes deux jouets sur la piste et que tu ne peux pas t'en servir comme tu veux. Ce Donc, que je dis, mais ouais, mais t'es une équipe puissante, championne du monde, et là tu te bats pour le titre pilote, que tu n'as toujours pas obtenu malgré une voiture dominante,
Et tu as maintenant un poursuivant qui est en possibilité mathématique de te battre au dernier Grand Prix de la saison. Non, t'es une vraie équipe. En plus, c'est McLaren. Je veux dire, c'est pas personne. Ils ont eu des C'est une écurie personnalités mythique en fortes. F1. Hein. Ils ont eu des personnalités fortes tout au long de l'histoire, que ce soit les ingénieurs, le staff, les pilotes. C'est Il la faut- Prost, rappelle-toi. Voilà. Quand il faut gérer ce genre de situation délicate, on a une main de fer. Et là, c'est choupi, c'est heureux, c'est le royaume de Casimir. Si vous voulez, c'est horrible. On les voit, ah bon, oh non. Je pense que c'est aussi révélateur de notre époque. C'est que Oui. tu vois, on veut froisser personne, Voilà, on veut je veux pas être blesser méchant, je aucun froisse ego. personne. Voilà. Écoute-moi, lui, il va être champion Alors du qu'il y a monde. 20 ans, c'était pas comme ça. Il me semble que c'est Christian Horner qui, en début de saison, avait critiqué le choix de McLaren en disant, on a bien vu que dans l'histoire, à chaque fois qu'on a voulu avoir 2 pilotes numéro 1, ça s'était mal terminé. Je dis peut-être une bêtise sur Horner, mais il y avait justement une des personnalités de la F1 qui avait repris les propos de Zak Brown en disant, c'est une mauvaise idée, ça l'a toujours été. On a finalement l'illustration que c'est le cas. Si on repart en 2010, on parlait de cette dernière course au Brésil qui avait vu titrer Sébastien Vettel. Ouais. Du côté de chez Red Bull, on s'était servi de Mark Webber pour favoriser Sébastien Vettel malgré le mauvais début de course. Donc là, c'est chose qu'on ne peut pas faire chez McLaren. Voilà, parce Et qu'ils finalement, se sont rouler à 2 enfermés. contre 1, ça devient plus avantageux pour Verstappen que pour Lando Norris ou Oscar Piastri. Oui, parce que ses concurrents principaux sont trop occupés à se tirer la bourre plutôt que de se liguer contre lui. C'est quand même assez terrible. Ouais, Alors quand que tu chez Red repenses- Bull, pour la dernière course, on sait pertinemment que Yuki Tsunoda va aider Max Verstappen. Là, il n'y a pas de débat. Bah C'est- oui, non mais c'est ça, c'est j'espère. qu'encore une fois, là il fait c'est d'ailleurs une superbe qualification sprint, Sprint, ouais. Yuki Tsunoda où il est classé 4ème devant Max Verstappen et il fait, faut le souligner quand même, un super départ en sprint, notamment pour le jeu d'équipe, où il parvient à bloquer et à Ah, il est laisser très passer menaçant ouais, sur Max sur Verstappen. Norris Non, et il Russell. a rempli son rôle de la plus belle des manières, ça faut quand même le souligner parce que ça a été rare dans cette saison Ouais. pour Yuki Tsunoda. Bon, la course est Et plus donc, compliquée. oui, Ouais, voilà. tu m'étonnes. Ah bah oui, surtout que, encore une petite parenthèse, mais il prend une pénalité alors qu'il est tout seul en piste. Ah ouais, en plus. On souffle. Ça lui coûte quoi, qu'une seule place ou 2 places, je sais pas. Certes, mais c'est toujours Mais de trop. voilà, c'est de trop quand t'es tout seul, évidemment, t'as pas à prendre cette pénalité. C'est dommage parce que pour moi, ça enlève vachement la bonne performance qu'il avait fait, notamment au départ de la course. C'est d'ailleurs son meilleur résultat de la saison, si je dis pas de Vous bêtises. vous rendez Ouais, compte tout quand à même fait. tous ces débats là. On a fait quoi, 20-25 minutes sur McLaren à cause d'un accrochage entre Gasly et Hülkenberg quand même. Ouais, mais c'est quand fou, même hein. dingue. D'ailleurs, Ouais, Hülkenberg, je voulais revenir dessus, mais parce que Jonathan Whitlake avait expliqué en fin de course que bon, il était parti sur des softs, hein, Hülkenberg, et que c'était la stratégie de base qu'avait prévu Sauber, c'était de rentrer au tour 7 Mm. et après de faire le deuxième arrêt au tour 32. Bon, le fait est qu'il s'est bien arrêté au tour 7, Nico Pas pour les mêmes raisons. Voilà. Voilà. Mais voilà, c'est pour rappeler encore une fois à quel point ça semblait logique de s'arrêter sous la safety car une fois qu'elle a été déployée, quoi. Donc Oui. revenir sur l'erreur. D'ailleurs, de j'ai vu McLaren. beaucoup de monde se plaindre disant que c'est Gasly qui était fautif de cet accrochage. Moi, je suis absolument pas d'accord. Ça fait C'est un incident Oui, de moi, course. je rejoins La complètement voiture là-dessus. s'ouvre un petit peu, mais il est braqué à fond. Tu regardes le replay, la caméra embarquée de Pierre Gasly, il est braqué à fond dans le virage 1. Et voilà, c'est la faute à pas de chance. Alors Hülkenberg, oui, il se plaignait parce qu'il disait mais je lui ai laissé plein d'espace. Oui, effectivement, il lui a laissé plein d'espace, mais c'est vrai que il referme quand même un tout petit peu et le contact est inévitable. non, mais il y a- c'est il y a- un incident de course. Gasly Oui. n'y est pour rien. Mais là, Oui, parce que c'est vraiment très léger hein, le sous-virage qu'il y Bien a. Tu sûr. sens que Mais Gasly est quand les même, plaintes sont fondées sur le fait qu'il y a un contexte important de championnat du monde derrière. On retire cette considération-là. On se fout royalement que les deux se rentrent dedans. À la Oui, rigueur, c'est juste on dirait, dommage pour voilà. Nico Hülkenberg qui revenait aussi lui en forme. On parlait de Piastri tout à Et l'heure. même mais pour qui- Gasly. Oui, non, mais oui, alors c'est sûr, ça parce que Ouais. Gasly, Oh, on rappelle, voilà. saison catastrophique pour Alpine. Et Ah, ça y Gasly est. qui tient au bout de bras cette écurie, qui marque tous les points de cette écurie, qui d'ailleurs 10e Q3 là, est assuré de Grand terminer 10e aussi au championnat constructeur. Combien 22 points, je crois qu'ils sont Ouais, actuellement. absolument. Ils peuvent mathématiquement plus remonter sur Sauber. Voilà, même si Putain, moi personne qui n'y croyait croyais de au base. doublé Gasly Colapinto là à Abu Dhabi. Mais, Bah, même Aïe, aïe, aïe. avec un doublé, ils ne peuvent pas remonter sur C'est Sauber. terrible. À 3 pilotes, hein. Gasly est le seul à avoir marqué les points de son écurie, je rappelle. Donc grosse saison dans un certain point de vue de Pierre Gasly, donc à saluer aussi. Mais oui, Nico Hülkenberg aussi qui revenait en forme après une petite période un petit peu plus compliquée. Sachant qu'une des explications au fait que la voiture de Pierre est un petit peu sous-virée aussi, c'est qu'il a été sorti de la piste au troisième tour. Il avait un mis fond son plat. Alpine dans le bac à gravier et donc il avait abîmé son fond plat. Ouais. On voyait beaucoup d'étincelles sous sa voiture. Sans doute un des éléments aussi Oui, donc, d'explication on le savait aussi, de cette collision. plus précautionneux aussi, et c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer que bon, il a vraiment été en mode bourrin sur ce virage-là. On savait qu'il faisait attention Absolument. parce qu'il avait un fond plat très très abîmé. Oui, voilà, c'est encore une fois le contexte et les fans un peu hardcore.
de la F1 qui ont tendance à... Ouais, en parlant de fan hardcore, Ouais. on regrette ce qui s'est passé notamment sur les réseaux sociaux C'est autour de Kimi Antonelli. justement là Alors qu'on va en évidemment, venir. chacun aura son regard sur ce qui s'est passé, mais la réalisation n'a pas facilité notre interprétation de cette fin de course entre Kimi Antonelli et Lando Norris, où là vraiment Ils aiment cette la sensation- poudre et le sang. Ah, bah, cette sensation Bah, avec que la radio de JP Ah ouais. Voilà. à Max, Mais, Kimi ça a vaut laissé pas. Kimi a laissé passer Norris. ça ne vaut pas ce déferlement de haine. Encore une fois, on est sur un gamin de 19 ans, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes à aller l'insulter en privé. Oui, mais- Ça restera, à mes yeux, quoi qu'il arrive, de la course automobile. Je veux dire, ça va Mais- pas changer la vie des spectateurs. À l'instar de tous les sports et même de d'autres situations, je me rappelle un truc cocasse, un acteur dans un clip de rap de PNL, je crois, s'était fait menacer de mort parce qu'il avait le rôle du méchant dans le clip. Je veux dire, et ça vaut pour toute chose. Là, les gens, je sais pas, s'investissent beaucoup trop émotionnellement. Et oui, s'excitent. Alors, c'est pas un gamin de 9 ans, on se rappelle à l'époque, 2021, les fans de Verstappen et Hamilton étaient insupportables. D'ailleurs, peu importe le côté duquel on pouvait être, il suffisait d'être impartial pour se faire insulter par les deux bords. Là, c'est pareil. Bon, malheureusement, ça tombe sur un jeune enfant qui est encore en plein développement. Et ouais, bien sûr, tout le monde condamne ça, à commencer par Red Bull qui a dû aller présenter les communiqués, Gianpiero Lambiadze qui est allé s'excuser auprès du staff Mercedes, notamment Toto Wolff, et comment s'appelle-t-il le français qui gère la filière jeune pilote, Gwen Lagrue. Gwen Lagrue Pile, qui était avec lui pour aller s'excuser en disant non, désolé, c'était pas intentionnel de causer autant de choses. Donc voilà, faut juste le rappeler, c'est important de rester courtois. Mais tu l'as dit, Raph, effectivement, je pense que la réalisation de course a eu son petit, sa petite part de responsabilité là-dedans. Même si on ne peut pas, évidemment pas tolérer les insultes et les menaces de mort envers Antonelli après la course. Mais en fait, dès que Norris est ressorti des stands après son deuxième arrêt, il était 5e. Et failli 6ème, parce qu'il fallait pas que l'arrêt Oui, oui. soit une seconde de plus, parce Ah, qu'Alonso il c'est était ça. là. Mais à partir de là, ils l'ont fait, et déjà avant pendant la course, mais encore plus après, ils n'ont fait que de montrer le classement général virtuel Ouais. qui montrait qu'il n'y avait que virtuellement 10 points d'écart entre Verstappen et Norris. Et donc que Super. le titre pour Verstappen devenait de plus en plus réaliste, quoi. Et donc tout le monde s'est mis en tête, du coup, je pense que ça y est, Norris a terminé 5e et donc il n'y aurait que 10 points d'écart. Et donc on voit dans l'avant-dernier tour surgir de nulle part Norris qui dépasse Antonelli. Et on s'est tous dit mince, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus les 10 points d'écart, il y a 12 points. Et là, d'un coup, ça change tout pour la course au titre parce que Norris récupère 2 points. Donc voilà, même si évidemment on ne peut pas tolérer les insultes et menaces de mort envers Antonelli, je pense que la réalisation de course, c'est pas facile à dire. Il y a pour quelque chose. Surtout qu'effectivement, une minute après, on a la radio de l'ingénieur de Verstappen qui lui dit dis donc, on dirait que Antonelli a laissé passer Verstappen. A laissé passer Norris. Bah oui, ça forcément, ça aide pas. Et je pense que Ça met le feu aux poudres. la réalisation a rapidement réalisé ce qui était en train de se passer, puisque juste après la cérémonie du podium, ils ont tout de suite montré les images des on-board pour montrer qu'Antonelli avait bien perdu le contrôle de la voiture. sa monoplace et que c'était Ouais, pas tout à du fait. tout délibéré de laisser passer Lando Norris. Donc oui. Ouais. De évidemment. dur usé sur cette piste effectivement très Oui, délicate avec encore les une fois, pneus. on est sur un Kimi Antonelli dans sa saison de rookie, je rappelle, C'est ça. Même sur des c'est- pneus usés, qui est dans le train d'air sale de Carlos Sainz, avec juste derrière lui Lando Norris qui revient à balle depuis plusieurs tours, qui tente de le dépasser. Donc on peut comprendre que le pilote Voilà. italien il fasse une erreur aussi. Non, mais- quoi. et c'est une petite erreur. Je veux dire, les Oui. pilotes McLaren, chacun ont fait des erreurs bien plus grosses que ça pendant le Grand Prix et personne leur est tombé dessus Oh, pour bah, dire en parlant qu'est-ce que d'erreur, c'est. Norris, oh là là, il a failli la perdre. hein. Mais Piastri aussi, hein. Piastri aussi, mais un peu moins, légèrement Oui, mais moins. alors justement, j'ai vu passer les télémétries sur ça. Quand tu regardes Norris qui perd l'arrière, tu sens qu'en fait, sur les tours d'après, il lève un peu le pied, tu vois, histoire de. Piastri, lui, il enchaîne. mon Il pote. bombarde. Ah ouais, Allez, non, il reviens, bombarde. Encore une fois, les deux sont pas dans la même situation, donc c'est compréhensible que Lando Norris lève un peu le pied à ce moment-là. Tu te fais une petite frayeur et tu te dis doucement, je suis devant, on va calmer le jeu, faut juste pas perdre de position. Mais voilà, juste, pour souligner que Piastri, lui, a vraiment resté flat out, même après Ouais. On peut cette parler petite frayeur. d'Alonso aussi qui nous a congratulé d'un petit speed, sauf erreur. Très joli. euh, Très très joli. voilà, qui prend de place, mais qui a un peu débloqué la situation pendant ce Grand Prix du coup. Et Leclerc qui a fait encore mieux en qualif avec un J'allais 720. parler de ça, ouais. Ah ouais, Mais, Leclerc. Ah, je te fais la passe D. Mais non, mais c'est juste que cette Ferrari Effrayant. elle est effrayante. On a Pierre Gasly qui disait à Lewis Hamilton à la sortie du sprint, dis donc ta voiture elle avait l'air horrible. Il conduit une et- Alpine quand même. c'est- Oui, alors voilà. qu'il conduit la pire poubelle de la saison. Voilà. je veux dire. Et oui, on a Charles Leclerc, oui, qui oh punaise, s'est fait peur lui aussi, parce qu'il perd l'arrière et en fait, il fait une petite erreur et en tentant de la récupérer, l'arrière se dérobe, mais
C'est juste Les grosses hallucinant à voir frayeurs, les images. Il y a quasiment 300 km/h. Ah ouais, non mais. Heureusement qu'il y a du dégagement. Ah ouais, c'est ça. Non, parce que vraiment c'est dangereux. Et ouais, puis, week-end horrible encore une fois pour Ferrari. On va pas revenir dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Je sais pas si vous avez un mot à placer dessus, mais. Bah oui, notez que Hamilton du coup éliminé à la fois en Q1 du sprint et en Q1 de la course principale. Et ouais, c'est un cauchemar. Leclerc qui part 10e, il finit 8e, course dans un relatif anonymat. Hamilton, pareil, n'en parlons pas, il part 17e, il termine 12e. Vivement 2026, voilà, c'est tout. Il avait fait un bon début de course aussi, Lewis Hamilton. Il avait profité, rapidement remonté. Il était 13e, je crois, là, dès le premier Ouais. tour. Et un peu comme à Vegas, il a fait un gros départ aussi, et puis après, plus rien. Ouais. Sa Ferrari ne lui permettait pas de remonter un petit peu plus haut dans le peloton. Un autre qui a fait un super départ et dont la fin de course nous a un petit peu crevé le cœur, c'est Isaac Hadjar. Contrairement à la sprint, il fait un super Terrible. départ, il récupère plusieurs positions. Et toute la course, il est 6-7e. 6e, ouais, absolument. Et 6e au moment de la crevaison. Ça a cassé. Dégoûté le pilote français à la fin de ce Grand Prix. Dans Évidemment, l'avant-dernier parce tour, qu'il- ça fait mal. Ah ouais, parce qu'il réalisait un super Grand Prix. Il perd de gros points. Alors moi, je parle pas nécessairement au classement, mais je veux dire, ça fait toujours mal de sortir d'une grosse performance et finalement de se retrouver avec rien à l'arrivée. Donc un petit peu triste pour le pilote français. Bon, après, je pense pas que ça ne compromettra sa promotion chez Red Bull l'année prochaine. Dont on devra avoir la réponse ce mardi, justement, oui. aujourd'hui, ce Eh, jour aujourd'hui. même où sortira le podcast. Absolument. Incroyable. Mais et a priori, Lawson devrait occuper un siège chez Racing Bulls et Côté- Tsunoda devrait voir son Au siège côté sauter. Darwin Lindbold, Voilà. actuellement 6e au classement championnat F2. Voilà, chacun se fera son opinion sur le pilote. Allez regarder la saison de F2 et Allez regarder sa course surtout à Monza, c'est surtout celle-là. S'il y a une course à retenir d'Arvid Lindblad cette saison, c'est Monza. il est mauvais. L'antagoniste. Bon, vous aurez compris l'avis que mes compères ont sur ce pilote. Non, mais. Non, blague à honnêtement, j'ai pas suivi la F de cette année. J'ai pas vu grand chose, donc je saurais pas me prononcer sur la promotion de Lindblad. Mais c'est vrai que quand tu vois qu'il termine 6ème du classement, bon, c'est qu'il a pas dû faire une saison sans sas, quoi. Donc bon, écoute, on verra l'année prochaine. Hein. Voilà, pourquoi pas, on verra ça. Alors, Tsunoda a été promu alors que seulement 3e au classement, finalement. Après Tsunoda, j'avais suivi sa saison de F2, il a fait une très belle saison pour le coup. C'est une bonne saison, néanmoins il était que 3e avec des guillemets. Bon, 6e, on peut se dire, allez, pourquoi pas. Il faut tenter. Après, il y a toujours ce débat autour de la F2. Je veux dire, quand on pense à un Théo Pourchère qui, lui, c'est question de timing. Ah, l'horreur. T'as l'impression qu'il aura jamais sa place en F1. Là, dans une saison, on a eu 4 ou 5 nouveaux rookies. Si on compte pas Lawson, c'est le pauvre, quoi, encore une fois. Donc, c'est toujours ce truc du champion de F1. On parlait de Drugovic il y a quelques semaines. C'est le cas de cette année du champion de F2, Leonardo Fornaroli, titré pour sa première saison en Formule 2. L'année dernière, titré en F3 pour sa première saison. Donc double champion de F3 et de F2 consécutivement. Et il va se retrouver sans F1, sans baquet de F1 l'année prochaine. Il a fait une Oscar Piastri, C'est ce que je veux mais dire, personne ne le connaît. Ouais, c'est ça. Alors, à différence de Piastri, c'est que Piastri était dans une académie, il était dans l'académie alpine. Alpine. Fornaroli n'est dans aucune académie. Donc Et il là, est, le- il est boudé le- par les autres, par les écuries de voilà, F1. le pauvre bougre est inconnu au bataillon alors qu'il réalise une prestation qui n'était réalisée que très très peu dans l'histoire du sport auto, donc c'est compliqué. Après avoir, je pense qu'il y a quand même, j'ose quand même imaginer qu'il y a bien une écurie qui l'embauchera en tant que pilote de réserve ou pilote de développement de la voiture. Mais c'est sûr que ça n'a évidemment pas la même saveur qu'un baquet titulaire en F1. Bien évidemment, c'est triste. Pour revenir rapidement à la F1, il y a une chose dont on n'a pas parlé, qui est pourtant à souligner sur ce week-end, c'est le deuxième podium de la saison pour Carlos Ah, ça Sainz fait et plaisir. Williams. Et, ouais, Et alors celle-ci, encore une fois, mais qui l'avait vu venir? ça donne le Sachant qu'il smile. nous a fait une petite frayeur sur la fin. Ah, il y a un problème sur Oui, le virage oui, à oui. droite. Oh, il m'a fait peur celui-là. Moi aussi, j'ai ouais, eu très Carlos très peur pour Sainz. Sainz. wrong with the engine. Après Bakou, c'est le Qatar, deuxième podium de Carlos Sainz cette saison, deuxième podium de Williams. Et les images de joie, encore une fois, de l'écurie à la fin de ce Grand Prix. James Wall, cette photo où il est au sol, évidemment. Mais Carlos Sainz, qu'est-ce que je suis content pour lui quand même. Et puis rien qui le prédestinait finalement à être sur le podium parce qu'il partait 7ème sur la grille, alors certes bien placé, mais effectivement on avait vu à quel point c'était impossible quasiment de dépasser sur ce circuit lors de la course sprint. Je sais même pas s'il y a eu un dépassement pendant le sprint, pour être honnête. Là j'en ai pas qui me viennent en tête, à part peut-être au départ. Mais ouais, au final il profite du bon call de s'arrêter au 7ème tour pendant la safety car et du coup du laxisme des McLaren
pour s'emparer de cette 3e place. Moi, je suis super content pour lui. Ça a été tellement difficile pour lui de partir de Ferrari. Et au final, il se retrouve à faire le bon choix en partant de Williams parce qu'il a plus de podiums que Ferrari cette saison. Ouais, j'allais le dire, Quentin, 2 podiums cette saison, c'est de plus que Lewis Hamilton. Bah, bien sûr, voilà, une Williams qui monte en puissance face à une Ferrari incompréhensible qui arrive à ramener une monoplace de moins en moins bonne. On ne sait pas comment c'est possible. Ils ne comprennent plus leur voiture, n'y arrivent pas, tandis que Williams, bah, effectivement, montre qu'on peut toujours prendre en puissance, sachant que ça devait être un Grand Prix compliqué pour Williams. Ouais. Hein, ça devait- Les prévisions, la voiture normalement n'aime pas du tout. C'est long. Mais j'ai l'impression qu'on dit quand même souvent cette phrase où les écuries à chaque fois se disent ah putain c'est un circuit compliqué. On l'avait vu pour Max Verstappen, on avait dit putain la Red Bull elle était pas censée performer et puis même ça performe. Donc j'ai quand même la sensation que ça arrive de plus en plus souvent ça. Surtout que pour une écurie comme Williams qui du coup ne joue pas le titre, Oui. il n'y a pas besoin de faire de l'intox là-dessus. Donc généralement, s'ils Ouais. te disent que la voiture ne convient pas, c'est qu'elle elle ne doit Il y a pas encore 2 convenir. ans, Williams, c'est compliqué sur tous les circuits de Oui, la oui, saison. c'est ça. La seule Quel donnée que enfer. tu as sur Williams à ce moment-là, c'est elle est rapide en ligne droite, ce qui est encore le cas aujourd'hui, mais c'est Voilà. la seule donnée que tu avais à l'époque. C'est quoi, ça pour que le là, non, bah, ça fait plaisir de voir une équipe qui arrive à mettre les choses bout à bout. Plus compliqué pour Alex Albon, hein, aussi bien Ouais. sur le sprint que la course. course. Néanmoins, ça fait plaisir pour Carlos Sainz qui était un peu en deçà de son coéquipier pour sa première saison en bleu. Ce qui était normal. Ce qui est tout à fait au normal. début de Mais en saison, fait, il a démarré timidement parce que il était parfois dans les points, mais c'était aux alentours de la 8, 9 ou 10e place. Et là, il finit quand même très très fort. Effectivement, il fait une. ce qui est dernière déjà pas partie de mal saison, quand tu arrives et que tu es chez Williams. Bien peut-être, sûr, bien en sûr. ce début de saison. Mais bon, tu sentais quand même Albon garder le lead. Et là, j'ai vraiment la sensation que Sainz est en train de devenir Ouais. vraiment le Ouais. leader Et il affirmé de reprend, cette écurie. Tu parlais la semaine dernière, Raph, si je dis pas de bêtises, de est-ce que Albon Oui. pourrait être éjecté. Non, on n'était pas à ce stade-là. Mais là, j'ai vraiment pris conscience ce week-end que Sainz a pris ce rôle de leader chez Williams et qu'il est intrinsèquement maintenant au-dessus d'Albon. Encore une fois, les radios de fin de course, tu sens que c'est une équipe qui s'entend bien, ça fonctionne bien, on est là les uns pour les autres et ça te donne envie évidemment de sortir le maximum de ce que tu peux donner. Là où ça peut être plus compliqué, peut-être chez les Rouges justement, pour citer son ancienne écurie. Là, tu sens qu'il y a une vraie émulsion positive et que tout le monde tire dans le même sens. Encore une fois, on en a déjà parlé. Voilà, on aura Ouais, tout à fait. peut-être de vrais résultats l'année prochaine. Bah, ça encore donne une fois. justement, ça donne encore plus envie de les voir en 2026 quand Hypé, on sait qu'ils hypé. ont Voilà, est-ce que c'est Qui une sont écurie qui peut redevenir a priori un top bien team développés. Ça, on verra l'année prochaine. Mais voilà. On a fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait à dire à l'issue de ce Grand Prix du Qatar. Un petit point avant qu'on passe au classement pour vous dire que du coup ce podium de Carlos Sainz sécurise la 5e place de Williams au constructeur. quand même. Excellent. Et ouais, Voilà, c'est alors beau. qu'on a d'autres batailles qui nous restent du côté des constructeurs, notamment pour la P2 ou la P3, je ne sais plus. Baptiste, tu vas pouvoir nous Oui, dire tout ça. absolument. Ben, on a donc McLaren évidemment titré champion constructeur 2025 avec 800 points. Mercedes est deuxième avec 459 points et qui a vraiment fait le trou pour la course à la 2e place face à Red Bull et Ferrari. Red Bull est 3e avec 33 points de retard donc sur Mercedes. Ferrari est 4e avec 382 points. Combien de points de retard sur Red Bull du coup? Alors Ferrari a 44 points de retard du coup sur Red Bull. C'est énorme. Donc voilà, ça, a priori, les positions vont se figer avec donc Mercedes 2e, Red Bull 3 et Ferrari 4. Williams, tu l'as dit, est 5e avec 137 points. Racing Bull, c'est 6e avec 92 points. 12 points d'avance sur Aston Martin qui se retrouve 7e. C'est là où tu vois que les points d'Isaac Hadjar hier auraient fait Ah ouais, beaucoup on de fait bien. beaucoup de bien à Racing Bull. À Racing Bull. Ouais. Mais Aston Martin qui gagne une position ce week-end sur As, qui se retrouve 8e avec 73 points. Donc 7 points derrière Aston Martin. Sauber est 9e avec 68 points. Et Alpine, donc bonne dernière avec 22 points. 22 points inscrits par Pierre Gasly, on le disait du côté des pilotes. Lando Norris, Baptiste, tu me dis si je me trompe, mais c'est, me semble, 12 points d'avance sur Max Verstappen et 16 sur Oscar Piastri. Hein, c'est ça Absolument, Norris 408 points, Verstappen 396 et Piastri 392. George Russell est 4e avec 309 points, Charles Leclerc 5e avec 230 points. Et en dessous, c'est très intéressant puisque Lewis Hamilton est à la 6e place avec 152 points et Kimi Antonelli est 6e avec 7e pardon. Avec 150 points. Donc il y a 2 points d'écart seulement entre Lewis Hamilton 6e et Kimi Antonelli 7e. Ce qui est Et bien vu souligné la encore une dynamique fois. actuelle, il y a quand même de grandes chances qu'Antonelli dépasse Lewis Hamilton pour la 6e place du classement pilote à Abu Dhabi. Ce qui vient témoigner encore une fois de la bonne saison en tant que rookie de Kimi Antonelli. Même si on l'avait déjà Exactement. souligné, c'est une grosse performance. Certes, Lewis Hamilton a une Ferrari qui fonctionne de moins en moins bien, mais tu es quand même au sabot d'un septuple champion du monde. Et c'est un terrible désaveu pour Hamilton qui va se retrouver finalement derrière l'écurie, la voiture de l'écurie qu'il a quittée. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un gros coup parce qu'il y a le fait de voir Carlos Sainz performer chez Williams, le pilote que tu es venu remplacer, mais aussi le fait de voir l'écurie que tu as quittée
a performé bien plus que toi. Bon, après, ça reste Lewis Hamilton, il n'y a plus rien à prouver, il a gagné 7 fois le ça c'est championnat. sûr, on en parlait Cette la fois- semaine cette fois et dernière. demie. Il n'empêche que sa Cette fois, situation, quand même, voilà quoi. Non mais oui, on en parlait la Mais semaine dernière. c'est gênant, Oui, bien sûr. évidemment. Mais voilà, on se retrouve du coup ce dimanche. Voilà, rendez-vous du coup 14h le Grand Prix d'Abu Dhabi pour voir la saison 2025 rendre son verdict. On a tous hâte d'y être, je pense. Et surtout couronner son champion Ouais. en Ah ouais. 2025. Non mais ça va être fou parce qu'on l'a demandé là sur cette deuxième partie de saison que le suspense dure jusqu'à la fin. Il va Et c'est le durer cas. jusqu'à la fin. Merci McLaren. Bah, quelque part oui. Donc voilà. On me dit à l'oreille que Michael Masi redevient directeur Oui, est-ce de que, course. est-ce que Masi et Latifi font leur comeback là ce week-end Mais ça va être assez Pour être rigolo, exceptionnel non à suivre. Ce serait très drôle, ce serait très drôle. On se retrouve du coup ce dimanche pour suivre ce final de la saison 2025 qui nous aura tenu en haleine jusqu'au bout. On a hâte de voir ce que nous réserve ce dernier Grand Prix. A plus tard tout le monde. Ciao. À plus, bisous bisous.